Et notre histoire commence par une grande bataille, sous un ciel rempli de nuages sombres et lourds, dans une terre lointaine et inconnue. De l'autre côté, d'étranges pierres précieuses apparaissent, ainsi qu'une femme aux mains liées. Elle est offerte en sacrifice dans un rituel tordu. Elle reprend conscience au moment où on commence à la voir, tandis qu'un groupe d'hommes en capuchon récite des paroles qui finissent par invoquer une ombre des plus sinistres. L'ombre du monstre s'étire jusqu'à atteindre les pieds de la jeune femme. Elle comprend le danger, une larme coule sur sa joue, et elle se met à crier à l'aide. Soudainement, le véritable corps de la créature surgit de l'ombre. Et c'est là qu'on voit un gigantesque dragon noir se préparer à frapper. Mais de façon inattendue, la posture de la jeune femme change complètement. Et elle lance un sort appelé Deus Catna. Ce sort brise toutes les cordes qui la retenaient et fait disparaître son déguisement. Au lieu d'être un simple sacrifice, elle devient la véritable exécutrice du dragon. Elle saisit son épée et, avec ses compagnons, commence le rituel pour sceller le monstre. Parmi les hommes en capuchon, l'un d'eux décide de se révéler. C'est Hiro, le garçon qui dirige le rituel pour emprisonner la créature. Près de lui, un autre garçon apparaît, portant un bouclier plus grand que lui. Et tous deux se préparent à finaliser le scellement du dragon, dont le nom est Daganzoto. Grâce aux efforts combinés de tous, ils parviennent à piéger Daganzoto dans une sphère. Ce sera sa prison magique pour l'éternité. Et c'est à ce moment qu'on comprend que ce dragon ravageait toute la région. Peu après, on voit Hiro saigner, ce qui plonge tout le monde dans la panique. Mais malgré cela, il supplie la femme à l'épée de continuer le rituel et de ne pas s'arrêter à cause de lui. Cependant, à un certain moment, Daganzoto parvient à briser le bouclier du garçon, le rendant complètement sans défense. Le dragon n'attend pas et lance une attaque. Et Hiro ainsi que la femme, les parents du garçon, tentent de courir vers lui avant que Daganzoto ne détruise tout. Quelques secondes plus tard, on voit le garçon en état de choc. Une marque étrange apparaissant sur son épaule et s'étendant jusqu'à sa poitrine. En même temps, Daganzoto obtient la même marque au même endroit sur son corps. Et peu après, les flammes du dragon dévastent tout autour d'eux. Les années passent, et dans le futur, on retrouve Hiro, désormais adulte, parcourant diverses régions. Il porte une cape sur le dos et une épée accrochée dans le dos. Après un long voyage, il arrive dans une ville alors que la nuit commence à tomber, et rejoint une file d'attente avec plusieurs autres personnes, espérant franchir les portes. Lorsque vient son tour, le garde soulève la capuche de Hiro et est choqué de voir qui il est, puis le laisse entrer dans la ville appelée l'Insi-Kaze. Peu après, on voit Hiro marcher dans un marché rempli de créatures étranges. Soudain, une fille nommée Erin apparaît dans le ciel, elle a des oreilles d'animal, et atterrit en invoquant des soldats, avant d'annoncer l'arrivée d'un homme nommé Nambuko. C'est un homme blond vêtu d'une armure impressionnante, accompagné de deux très belles femmes, et d'une autre nommée Charicharu, une mage plutôt étrange. Ils descendent la rue dans un carrosse, lançant des pièces à la foule du marché, qui se précipite pour les ramasser. Cela fait sourire légèrement Hiro, qui se penche pour ramasser une pièce tombée près de lui. Mais un enfant la prend avant lui. Hiro remarque le garçon et voit qu'il est avec deux amis. Mais ces derniers frappent sa main, faisant tomber la pièce. C'est alors qu'on apprend que le nom du garçon est Pechat. L'un de ses amis lui dit de ne pas accepter d'argent venant de Nambuko, car il ne jette que ce qu'il vole au peuple. Ensuite, ils observent le défilé passer, et l'un d'eux commente que s'il devait prendre quelque chose à Nambuko, ce serait le Grand Troa, une orbe de verre dont personne ne connaît le contenu, mais qui, selon la légende, peut exaucer n'importe quel vœu, nourriture, argent, ou même tuer quelqu'un. Les enfants disent qu'ils doivent se dépêcher, car le chef les attend et sera furieux s'ils tardent trop. Mais l'enfant rondouillard et malicieux les ignore et grimpe en cachette sur le char du défilé, où les gens continuent de lancer des pièces. Comme prévu, Nambuko sent qu'une présence étrange se trouve sur le char. Hiro, observant tout de loin, s'éclipse discrètement, pensant que cette ville est remplie de gens très variés. Juste après cela, un homme commence à raconter l'histoire du lieu. Un homme appelé Dal Albert a sauvé une fille nommée Pichuktran. Et mon Dieu, chaque nom dans cet anime est bizarre, mais bon. Elle était en danger et Dal Albert est venu la sauver des griffes d'un dragon féroce, capable de trancher un éléphant en deux. Puis l'homme demande si les gens présents seraient capables de vaincre un dragon, et affirme que sa famille transmet cette histoire depuis des générations.
un emblème de tueur de dragons. Il lève la main pour montrer un emblème, mais un enfant en profite pour le voler pendant qu'il est distrait, toujours en train de parler. Un troll finit par attraper le garçon, et l'homme accuse l'enfant d'avoir volé l'emblème de sa famille. Ihiro intervient, menace le troll avec son épée, et dit que personne ne devrait brandir une arme sans raison. Pour résoudre la situation, Ihiro donne de l'argent à l'homme, qui s'en va avec le troll. Ihiro demande au garçon s'il va bien, mais l'enfant répond qu'il a gâché son propre plan, car il voulait créer une scène et voler l'argent de l'homme. Le garçon tape dans la main de Ihiro, prend l'emblème et s'en va. Mais un peu plus tard, Ihiro retrouve le chef des enfants et récupère l'emblème. Le chef des petits voleurs s'appelle Tomit, et ils essaient de se battre contre Ihiro, pensant qu'il a pris quelque chose qui n'existe que dans les légendes. Mais quand il le coince près d'une fenêtre, Ihiro s'échappe en glissant sous le bâtiment. Ailleurs dans le marché, Ihiro apparaît, un homme géant avec des cicatrices sur tout le visage. Il demande si quelqu'un a vu Ihiro, mais personne ne sait rien. Et peu après, son partenaire Palupa arrive, un homme semblable à un lézard. Il dit que Ihiro lui a volé une grosse somme d'argent et doit se cacher dans les environs. Non loin de là, il tombe sur Nambu-Uko, qui est avec le seigneur de la ville. On apprend rapidement que Nambu-Uko est un marchand très influent, et qu'il commence à faire pression sur l'autre homme, en utilisant ses gardes et leur présence pour forcer une augmentation des ventes d'un objet appelé magicique. Mais l'homme rétorque que s'il fait ça, les prix vont exploser, et cela pourrait provoquer une énorme crise économique. Nambu-Uko dit qu'il est très simple de contrôler le peuple, et pour le prouver, il ordonne à Charicharu de briser un vase inestimable juste là. L'homme devient visiblement furieux, mais les gardes pointent leurs armes sur lui, et il recule immédiatement. De cette manière, Nambu-Uko prouve qu'il sait exactement comment maintenir les autres sous contrôle, même lorsqu'ils sont manifestement en colère. Juste après, Nambu-Uko propose le pouvoir du Grand Troa. À son avantage, quand la boîte s'ouvre, elle révèle une lumière aveuglante, brillant comme une étoile, pendant que les autres débattent de ce qu'il faut en faire. Le petit dragon qui accompagne Nambu-Uko se laisse distraire et commence à manger des pommes, jusqu'à ce que Pechachi le trouve coincé dans une bouche d'aération sur le toit. C'est alors que la créature utilise sa langue collante pour attraper le Grand Troa depuis les hauteurs. Mais à cause de cela, Charicharu lance un sort et les fait tomber tous les deux. Ils sont capturés par les gardes. Ailleurs, une fille mystérieuse aux longs cheveux flotte nue vers une zone remplie de lave. Au moment où elle touche le liquide, tout gèle instantanément, et tout l'environnement devient recouvert de glace. Elle continue de marcher calmement sur la surface gelée, comme si c'était parfaitement naturel. Pendant ce temps, Ihiro est toujours poursuivi sur les toits par la bande des enfants voleurs. Et on voit bien qu'il s'amuse avec cette course-poursuite. Mais soudain, l'un des enfants glisse et tombe d'une très grande hauteur. Ihiro apparaît juste à temps pour attraper la main du garçon et le remonter. Peu après, les autres enfants informent le chef de la bande qu'ils ont attrapé le petit rondouillard espiègle, en train d'essayer de voler le Grand Troa, et qu'ils vont l'exécuter à l'aube. Ihiro essaie de continuer à jouer le jeu. Mais le garçon dit que son ami est en danger et qu'ils ne peuvent plus continuer à s'amuser maintenant. À l'aube, le garçon rondouillard apparaît ligoté en plein centre de la ville, entouré de gardes. Et Charicharu annonce son exécution, choquant toute la foule, tandis que Nambu-Uko et le seigneur de la ville regardent toute la scène depuis un balcon, en riant. C'est alors que Ihiro dit aux enfants de le laisser s'en charger. Il confronte Charicharu en disant que cela va beaucoup trop loin. Elle rit au nez de Ihiro et lui demande ce qu'il croit être, et Ihiro répond qu'il est un épéiste itinérant. Charicharu ne perd pas de temps et ordonne aux gardes d'attaquer. Mais Ihiro esquive tout facilement et leur dit encore de ne pas utiliser leurs épées, sauf si c'est vraiment nécessaire. Puis elle lance un sort de foudre sur lui, et c'est à ce moment-là que Ihiro décide de dégainer son épée. Il frappe plusieurs soldats en même temps, mais le coup est inefficace. Et on découvre que son épée est trop petite et trop légère. Charicharu se moque de lui demandant s'il compte cuisiner quelque chose avec ce couteau de cuisine. Mais soudain, Ihiro apparaît et saute devant Ihiro. Les enfants en profitent pour libérer le garçon rondouillard. Et juste après, la créature qui voyage avec Ihiro apparaît aussi. Il rend le fourreau de l'épée à Ihiro, mais le prévient d'arrêter de l'appeler maître. Et s'énerve qu'il se soit mêlé de cette histoire. La créature dit aussi que c'est la faute de Ihiro, car il avait promis qu'il deviendrait un épéiste incroyable en 10 ans.
À ce moment-là, Charicharu ouvre un coffre et Ihiro le reconnaît. C'est un trésor scellé qui appartenait autrefois à son père. Cela laisse les hommes sur le balcon intrigués, se demandant qui est ce garçon. Ihiro exige que Charicharu rende le trésor. Mais elle répond qu'il appartient à son maître et qu'il peut même exaucer le vœu de le tuer. Alors Ihiro tire son épée aussi, une lame bien plus grande et lourde que celle qu'il utilisait avant. Charicharu saisit la relique et utilise son pouvoir pour lancer une attaque puissante contre Ihiro et les autres. Mais à la dernière seconde, quelque chose traverse le chemin et dévie le coup, qui finit par frapper une montagne au loin et la détruit complètement. Juste après, une ombre colossale apparaît au sol. Daganzoto se lève, laissant toute la ville figée de stupeur. Ihiro sent la panique monter et reste paralysé par la peur. Soudain, la marque qui le relie au dragon brille fortement sur eux deux. Et à cet instant, on apprend un peu plus sur le passé de ce monde. La terre de Kunan était divisée en 3 grandes nations. La première était Olimoria, la seconde le royaume d'Ichelfen, et la troisième et dernière, le royaume de Van Lotz. Et tout ce royaume avait une puissance égale, mais des ténèbres émergea un dragon maléfique avide de destruction. Et ce dragon était connu sous le nom de Daganzoto. De retour au présent, Ihiro sent son cœur battre plus fort et quelque chose s'éveille en lui. Il commence à courir vers le dragon pour l'attaquer, mais dès qu'il touche la bête, Daganzoto utilise une énergie étrange qui vide complètement la force de Ihiro. Il s'effondre inconscient dans les bras de Ihiro. Les soldats tentent de contre-attaquer avec des armes ordinaires, mais rien ne fonctionne. Charicharu les gronde même pour leurs efforts inutiles. Certains coups s'envolent vers Ihiro, mais Daganzoto le protège avec son propre corps. Ensuite, le dragon utilise ses griffes pour détruire plusieurs bâtiments proches, puis disparaît à nouveau. Il se cache sous terre comme une ombre vivante. Les gens commencent à accuser Charicharu d'avoir ramené le dragon, pendant que Nambu-Uko rit depuis le balcon et dit à un autre seigneur que le chaos d'il y a 10 ans est revenu et que tous vont bientôt s'agenouiller devant eux. Plus tard, Ihiro est inconscient dans une maison avec la bande d'enfants et ses 2 alliés. Ihiro en profite pour expliquer que les parents du maître ont combattu Daganzoto 10 ans plus tôt, dans une zone neutre entre les 3 royaumes. Mais eux, ainsi que les 100 mages les plus puissants, ont été consumés par les flammes. Et ces flammes dévorent les armes. Ce feu détruit tout sur son passage. Et ceux qui en meurent ne peuvent pas être ramenés, même par la magie. À ce moment-là, Ihiro se réveille soudainement, criant le nom du dragon. Il tente de se lever pour le poursuivre, mais Ihiro l'en empêche. Ihiro insiste, affirmant qu'il doit venger la mort de ses parents. Tomit essaie même de le raisonner. Elle lui rappelle que même 100 mages n'ont pas pu vaincre le dragon. Mais Ihiro répond qu'il s'entraîne dur depuis son enfance. C'est alors qu'on voit ses souvenirs d'entraînement avec Jiro, tout petit, utilisant une épée en bois. Mais le garnement rondouillard l'interrompt et suggère d'utiliser le pouvoir du grand Trowa contre le dragon lui-même. Ihiro accepte complètement et se tourne immédiatement vers Tomit pour demander où est Nambu-Uko. Mais il répond qu'il ne sait pas et ne veut pas savoir. Après tout, Nambu-Uko est un marchand sans morale qui continue d'augmenter les taxes. Son but est d'éliminer le dirigeant de la ville pour prendre les pierres magiques. Alors Ihiro décide de partir à la recherche de Nambu-Uko pour obtenir le grand Trowa et vaincre le dragon. En marchant dans la ville, Palupa rappelle à Ihiro qu'il lui doit encore de l'argent et lui jette une petite bourse contenant le peu d'or restant, promettant qu'il remboursera la dette très bientôt. Quand il remarque qu'il y a moins d'or que prévu, Palupa demande où est le reste. Et Ihiro lui montre l'emblème qu'il a acheté la veille. Palupa devient furieux en voyant que Ihiro a gaspillé son or pour une fausse copie d'emblème, et commence à le menacer, disant qu'il va lui mettre la main là où il sait très bien. Pendant ce temps, on voit Charicharu interroger des soldats sur la localisation de Nambu-Uko. Ils lui disent qu'il est parti vers un endroit nommé la Terre où les vœux meurent. Avec cela, elle crée un miroir d'eau qui lui permet de lui parler, et lui demande si elle doit rester dans cette ville. Nambu-Uko répond qu'elle doit continuer à surveiller le garçon qui a protégé le dragon, pendant qu'il s'occupe d'autres affaires. Pendant ce temps, Ihiro et ses 2 compagnons cherchent un endroit pour manger. Mais tous les restaurants les refusent, car ils ont défié Nambu-Uko plus tôt. C'est alors qu'une fille aux oreilles de chat, nommée Erin, apparaît. Elle dit connaître un endroit où ils peuvent manger, et le groupe la suit. Là-bas, Palupa et Ihiro commencent à se disputer pendant le repas.
Erin revient et demande s'ils sont ceux qui ont causé la pagaille plus tôt. Ihiro répond que c'était probablement quelque chose comme ça. Erin veut savoir comment le dragon est apparu et si cela a un lien avec Ihiro, fils de Bero. Cette question met tout le monde mal à l'aise. Ils veulent savoir comment elle l'a appris, mais Erin évite le sujet et s'en va, en les laissant payer l'addition. Palupa, paniqué, déteste dépenser, alors il retourne chez la fille chat. En fait, c'est la même maison où les enfants étaient. Les enfants disent qu'ils peuvent rester. Au début, il refuse, mais le garçon rondouillard insiste. Il dit être reconnaissant d'avoir été sauvé. Le matin, Ihiro prépare un grand petit déjeuner et les enfants mangent sans arrêt. Ihiro demande alors s'il part vraiment voir Nambu-uko. Ihiro répond oui, mais l'arrête avant qu'il parte. Il explique qu'il y a des monstres dangereux hors de la ville et qu'il n'est pas prêt. Il doit encore s'entraîner beaucoup et devenir plus fort avant de partir. Au final, Ihiro fait un accord avec les enfants. Ils vivent dans sa maison pendant qu'ils s'entraînent et Ihiro cuisine chaque jour. Plus tard, Ihiro l'emmène s'entraîner dans une montagne isolée, un désert rempli de slimes. Et ceux-là, on les connaît. Ihiro se moque, disant que ces monstres ne l'aideront pas à progresser. Mais un bébé slim saute sur son visage et tente de l'étrangler. Il essaie de se défendre, mais on voit qu'il est en difficulté. Pendant le combat, Ihiro part chasser d'autres monstres pour récolter des provisions. Après un moment, Ihiro dit à Palupa qu'il préfère affronter plus fort. Derrière Palupa, il aperçoit un dragon de sable. Palupa dit qu'il pourrait vendre ses parties à bon prix. Ihiro attaque, mais son épée ne laisse aucune marque. Le dragon s'arrête devant eux, ouvre la bouche. Et la fille de glace en sort. Elle descend et le remercie de l'avoir amené. Elle lui dit au revoir, et le dragon s'envole. La fille s'approche de Ihiro, colle son oreille contre sa poitrine pour entendre son cœur. Après quelques secondes dans ses bras, elle le regarde et lui demande de venir avec elle. Palupa, comme un bon ami inquiet quand Meguru va briser ton cœur, lui dit d'être prudent. Il ajoute que cette fille étrange vient de nulle part, avec un bâton effrayant. Mais la fille s'en fiche et demande si un dragon dort dans ses yeux. Ihiro lui demande alors qui elle est, et Ihiro raconte ce qui vient de se passer. Il prend son arme, mais réalise qu'elle n'est pas une menace. Soudain, il voit la fille nommée Sarato, à genoux, ramassant des pierres colorées. Les trois prennent leurs affaires et partent en vitesse, laissant Sarato seule dans le désert. Mais Ihiro n'arrête pas d'y penser. Chez les enfants, il reste pensif pendant que les autres dînent. Soudain, Tommy prend son bol et dit qu'il va l'enlever s'il ne mange pas. Il demande s'il agit ainsi à cause de la fille et s'il est tombé amoureux. Ihiro répond qu'il pensait juste qu'elle était perdue et seule. Pendant ce temps, on voit la ville où Shari se trouve. Elle cherche Ihiro avec des soldats, mais personne ne sait rien. Elle utilise alors son miroir magique, mais aucun ne peut localiser le héros. Soudain, Sarato croise leur route et prend une autre rue, pendant qu'un homme à capuche l'observe de loin. Encore une fois, on voit Nambu-uko assis dans une salle entourée d'orbes magiques. Grâce à elle, il envoie des messages aux autres nations. Le dragon d'il y a 10 ans est revenu. Son but est de semer la panique et pousser les royaumes à acheter armes et cristaux magiques, qu'il produit en secret à grande échelle. Ensuite, il contacte un docteur nommé Baharopa. Il lui demande de créer une arme puissante que les rois pourront utiliser. À la fin de l'appel, il regarde au fond de son laboratoire et remarque qu'il possède un bâton magique identique à celui de Sarato. Il lui demande si elle va bien. Puis, on voit la fille arriver chez les enfants pour revoir Ihiro. En arrivant, Ihiro lui demande si elle peut rester. Tommy accepte, même si Palupa reste méfiant. Plus tard, Palupa et Ihiro vont au marché vendre les monstres qu'ils ont chassés. Mais même avec l'argent obtenu, ce n'est pas assez pour payer le voyage et les armes. Ihiro décide de partir chasser. Il demande à Palupa où est Ihiro, et il répond qu'il est parti s'entraîner avec la fille. Loin de là, Ihiro retourne à l'endroit où il combattait les slimes. Sarato l'observant de loin, assise sur un tronc. Soudain, un loup géant surgit. Ihiro tente de l'attaquer, échoue et se blesse au bras. Mais quand il voit le loup foncer sur Sarato, il essaie de la protéger. Sans comprendre comment, Ihiro se retrouve sur le dos du loup, les yeux brillants de rouge. Juste après, il s'évanouit à côté de la créature. Il regarde Sarato et voit qu'elle va bien. Elle s'était endormie les yeux ouverts. Elle remarque sa blessure, touche la zone avec son bâton, et la plaie disparaît. Ses vêtements déchirés se réparent aussi. De retour en ville,
Ihiro et Sarato vendent le loup et gagnent leur première récompense. En marchant, ils voient des gardes traîner de force impair vers les mines de pierre magique. Les enfants pleurent. Ihiro tente d'intervenir, demande qu'on le relâche. Mais il est assommé d'un seul coup et emmené. Sarato reste avec les enfants en pleurs. Le mystérieux homme en capuche observe encore. Puis Tomite et Palupa arrivent. Ihiro est en cellule avec d'autres prisonniers. Le père dit que personne ne revient jamais des mines. Mais Ihiro pense pouvoir s'échapper avec l'emblème qu'il a trouvé. Il frappe le mur avec. Pendant ce temps, Charicharu cherche encore Ihiro par magie. Un garde lui annonce qu'il a été capturé dans le palais local. Tomite passe par un passage secret pour le retrouver, mais Sarato l'a suivi. Au manoir, le gouverneur entend un bruit étrange. Il découvre un trou dans la salle des coffres. En se retournant, il voit Tomite et Sarato. Le garçon tient un livre et menace de tout révéler. Le livre contient des preuves qu'il a volé l'argent du roi. Il exige d'être amené au château royal. Le gouverneur réclame le livre. Mais Tomite pose une condition, libérer Ihiro et les prisonniers. Avant que ça n'empire, les soldats du gouverneur arrivent, arrêtent Tomite et Sarato et reprennent le livre. Juste après, Ihiro et Palupa apparaissent. Le garçon dit qu'en récupérant le livre, ils pourront libérer Ihiro. Ihiro pointe son épée géante sur le gouverneur. Il lâche le livre, et Tomite le récupère. Le groupe libère Ihiro et les prisonniers. Mais au palais, on annonce à Charicharu que le prisonnier est libre. Elle entre dans une colère noire. Cette nuit-là, les prisonniers retrouvent leur famille. Ihiro regarde, heureux. Tomite lui demande comment il comprend ce sentiment. Lui qui n'a jamais eu de famille. Ihiro répond qu'il ne se souvient pas de ses parents, mais qu'il a gardé quelques souvenirs. Plus tard, à leur base, Tomite est pensif à la fenêtre. Le reste du groupe mange ensemble. Mais Ihiro lève son bol, dit que s'il ne mange pas, il prendra sa part. Puis il lui dit d'entrer, qu'il fait froid. Tous mangent ensemble. En s'éloignant, on découvre que la personne en capuche était encore Erin. Dans une autre scène, Charicharu se détend dans un bain thermal. Pendant ce temps, Ihiro et ses amis mangent un plat bizarre. Charicharu les interroge « Pourquoi manger ça ?» Palupa répond que c'est tout ce qu'ils peuvent acheter. Ensuite, Ihiro dit à Ihiro qu'ils vont s'entraîner à nouveau, et qu'il restera à ses côtés désormais. Sarato n'aura plus le droit de venir. Mais en quittant la maison, Ihiro voit qu'elle les suit. Il se retourne, lui donne une pièce d'or et dit de l'utiliser si besoin. Après leur départ, Sarato marche seule dans le marché, jusqu'à ce qu'Erin apparaisse et dise qu'elle va l'emmener dans un bel endroit. Pendant ce temps, Ihiro retourne dans le désert pour affronter encore les Slims. Mais Ihiro ne le laisse pas seul et finit par se fâcher contre lui. Pendant ce temps, Erin et Sarato arrivent aux sources d'eau miraculeuses, là où Charicharu se baignait. Dès qu'elle entend quelqu'un, elle se cache. Erin explique que l'eau soigne les blessures, mais ne peut ramener les morts. Elle propose à Sarato de discuter un peu tout en profitant du bain. Charicharu les observe derrière un rocher, mais en voyant que ce sont juste des filles, elle s'en moque. Erin, en revanche, sent bien qu'il y a quelqu'un pas loin. En parallèle, Palupa et Tomite cherchent un monstre vu près des sources. Il y a une récompense offerte pour sa tête. Soudain, Tomite aperçoit Ihiro et Jiro, en colère, près du Slim. Ihiro dit que c'est une perte de temps, qu'il devrait chercher d'autres monstres ou le dragon. Mais Jiro lui répond que c'est insensé de penser battre un ennemi aussi fort, sachant qu'Ihiro ne maîtrise même pas les bases. Il ajoute que si même 100 mages ont échoué, Ihiro doit avoir un don particulier. Mais quand Jiro lui dit qu'il ignore ce qu'est la vraie force, Ihiro se met en colère et lance son épée sur lui. Pendant ce temps, Erin essaie de tirer des infos de Sarato. Mais comme d'habitude, Sarato ne comprend pas. Erin lui demande avec qui elle vit. Elle est sur le point de dire Ihiro, mais Erin couvre sa bouche à temps. Charicharu surgit et demande ce qu'elles font ici. Erin dit qu'elle visitait les sources, pensant qu'elles seraient pleines après l'attaque du dragon. Elle s'étonne de voir qu'il n'y a que 3 personnes. Charicharu mentionne la rumeur d'un monstre qui rôde dans l'eau, et qu'on paie bien ceux qui le trouvent. Sarato montre alors la pièce brillante que Ihiro lui a donnée, et dit vouloir en avoir plein comme ça. Erin l'interrompt encore, puis voit que Charicharu, étourdi par la vapeur, n'a rien entendu. De retour au combat, Ihiro esquive l'attaque et dit qu'il sait ce qu'Ihiro pense, que le grand roi lui suffira pour gagner. Cela énerve encore plus Ihiro, qui frappe directement.
Jiro est surpris et contre-attaque, blessant Hiro. Tomit et Palupa arrivent et critiquent Hiro. Mais il dit qu'il va l'amener aux sources pour le soigner. Le garde de Charicharu observe toutes les voies t'emmener Hiro blessé. Pendant ce temps, les trois filles continuent à discuter, jusqu'à entendre les voix des garçons. Ils entrent aussi dans l'eau pour soigner Hiro. Sa plaie guérit grâce à l'eau. Erin tente de distraire Charicharu et lui demande quel genre de garçon elle aime. Elle répond qu'elle aime seulement Nambuko, le vendeur d'armes, et qu'elle est là pour chercher quelqu'un sur son ordre, mais qu'elle n'a pas encore réussi. Elle mentionne Hiro, disant qu'il a été vu récemment, et demande si quelqu'un l'a croisé. Sarato dit oui, mais Erin éclabousse de l'eau pour détourner la conversation. Elle dit qu'il fait froid. Pendant qu'Hiro se repose, Tomit remarque une marque sur son torse. Il demande si c'est une cicatrice, mais Hiro dit que ça ressemble à une verrue, résultat d'un vieux rituel fait par Bero, son père, le jour où ils n'ont pas réussi à sceller Daganzoto. Plus tard, Hiro se réveille face à Jiro et se fâche. Mais Jiro lui dit qu'il voulait juste tester sa volonté. Il voulait savoir s'il est prêt à aller jusqu'au bout. Il ajoute qu'ils peuvent continuer à chasser tout en avançant. Hiro est tout content et remercie Jiro de le comprendre. Mais Charicharu entend la voix d'Hiro et déclenche un signal pour réveiller la créature aquatique. Soudain, de gros tentacules sortent de l'eau. Charicharu grimpe sur un rocher pour la diriger. Mais la bête l'ignore et attrape Sarato. Charicharu crie, ordonnant à la créature d'attraper Hiro. Mais elle se fait aussi saisir et projeter au loin par un tentacule. Dans ce chaos, Erin comprend que c'était un piège de Charicharu et s'enfuit de l'eau. Hiro et les autres tentent de sauver Sarato. Elle appelle Hiro, et il surgit, tranche la bête et la libère. En la sortant de l'eau, il voit qu'elle tient encore la pièce qu'il lui avait donnée. De retour en ville, il découvre que la prime était fausse, mais vendent quand même les tentacules pour un bon prix. Avec l'argent, ils achètent des armures légères et repartent. Les enfants viennent leur dire au revoir, mais remarquent l'absence de Tomit. Peu après, il arrive et annonce qu'il part avec Hiro pour changer le monde. Les enfants l'acceptent et lui font leurs adieux. Plus loin, ils croisent Erin, qui révèle la vérité sur Charicharu. Elle propose de se joindre à eux, mais il refuse, jusqu'à ce qu'elle montre une carte menant à Nambuko. Hiro accepte et le groupe quitte la ville. En traversant le désert, il voit un panneau parlant d'ours dans la région. Malgré cela, Hiro pense toujours au dragon et continue d'avancer, tandis que le reste du groupe s'arrête un moment. Palupa critique Erin pour les suivre, mais elle dit que Hiro lui a permis de venir. Il trébuche et tombe dans une dune à cause de sa distraction. Un oiseau étrange surgit et un œil s'ouvre sur son ventre. C'est un espion de Nambuko. En voyant leur position, Nambuko demande à convoquer Charicharu et interroge la valeur actuelle des pierres magiques. Pendant ce temps, le groupe de Hiro continue sa route et trouve une forêt. Il s'arrête pour se reposer, trouver de l'eau et de la nourriture. Tomit est choqué, croyant que tout au-delà de la ville n'était que sable. Soudain, le même oiseau réapparaît. Il attaque, mais ils esquivent de justesse. La bête revient à la charge. Hiro se prépare et dit à Jiro qu'il va prouver sa force. Mais son épée est trop faible pour blesser la créature. Jiro prend le relais et la fait fuir. Il cherche alors un endroit pour dormir. Ils avancent dans la forêt dense, où l'oiseau ne peut pas voler. Ils montent un camp, allument un feu et cuisinent. Un moment passe, Jiro s'inquiète pour Sarato, parti chercher de l'eau. Hiro va la chercher et tombe sur Erin jouant de la harpe dans un arbre. Il lui demande pourquoi elle aide le groupe et ce qu'elle veut vraiment. Elle répond qu'elle veut juste des infos et de l'argent. Hiro dit qu'il veut obtenir le grand Troa à tout prix et lui demande ce qu'elle ferait avec un tel pouvoir. Erin répond qu'elle créerait l'homme parfait, un comme Hiro. Puis, il va à la source où Sarato est censé être. Ailleurs, Nambuko négocie avec un groupe nommé les Bonus, échangeant ses inventions contre des pierres magiques. En même temps, il traite aussi avec leurs ennemis, les Kilia, leur vendant des armes pour les vaincre. Charicharu arrive et Nambuko la prévient. C'est sa dernière chance, sinon elle ne restera plus à ses côtés. Il lui donne des oiseaux espions pour attaquer Hiro. Charicharu envoie un oiseau, qui trouve vite le groupe. Elle ouvre un portail magique et envoie ses soldats. Pendant ce temps, Hiro et les autres arrivent près d'une source d'eau claire. Ils atteignent aussi les terres commerciales que Palupa avait mentionnées. Mais Charicharu surgit avec ses hommes.
et invoque des géants de terre pour leur bloquer le chemin. Ihiro décide de contre-attaquer. Mais Charicharu les écrase facilement avec une attaque de foudre. Ihiro propose son aide, et les autres le rejoignent. Quand il voit qu'Erin a fui, Palupa dit que c'est bien son genre. Juste après, Charicharu attaque Ihiro à nouveau, cette fois avec un sort de glace qui détruit son épée, le laissant sans défense devant la sorcière. Ihiro tente d'atteindre le champ de bataille, mais un géant l'intercepte, le bloque et le bête. Ensuite, Palupa lance son bandage atomite, qui sort des cartes rouges montrant une fille aux cheveux roses. Il jette une carte au sol, et un coffre avec des pattes monstrueuses apparaît. De là sort une fille nommée Mumu, qui demande à Palupa quelle arme il veut. Mais il répond que le plan est maintenant de fuir. Pendant ce temps, Charicharu tente d'emmener Ihiro à Nambuko. Mais Ihiro surgit en courant vers eux. Charicharu, furieuse, lance un sort plus puissant qui brise le sol. Elle piège Ihiro dans une bulle remplie de ronces, puis lui perce la main avec son parapluie, le menaçant de tuer son ami. En entendant cela, la marque de Ihiro s'active et prend le contrôle. Il commence à se transformer, yeux rouges, crocs, griffes. Une énergie noire sort de son corps. Et avec quelques coups, il élimine plusieurs soldats. Un garde supplie Charicharu de battre en retraite. Affolée, elle ouvre un portail pour fuir. Ihiro tente de l'arrêter, mais redevient normal et s'écroule. Inconscient, Ihiro voit des images défiler dans son esprit. Il note ses propres attaques sur son corps, sans comprendre. Plus tard, il se réveille au milieu du désert et aperçoit quelque chose approcher. Il se cache en voyant que c'est Nambuko dans une calèche. Mumu se téléporte à l'endroit précédent, félicite Palupa puis disparaît. Là, elle trouve Giro inconscient, mais Sarato le réveille avec un sort. Elle lui demande où est Ihiro, et Giro se lève en se souvenant des faits. Il regarde autour et voit les soldats vaincus par Ihiro. Pendant ce temps, Nambuko et ses hommes sont avec une femme aux cheveux violets et présentent une arme créée par Baharopa. Ils attachent un ORC et des prisonniers à une machine étrange sur une colline. Baharopa l'active et une lumière absorbe l'ORC et les humains, les fusionnant en une nouvelle créature. La femme félicite Nambuko, disant que c'est un succès. On comprend que son plan est de créer une armée de monstres ainsi. Ihiro, voyant l'abomination, sort de sa cachette et fonce vers Nambuko. Comme son épée est détruite, il attaque à main nue. Nambuko, surpris, dit qu'il cherchait justement le garçon, et lui donne un coup, ordonnant aux gardes de le capturer. Ihiro et les autres arrivent ensuite sur les lieux, et trouvent l'épée brisée. Erin demande s'il a utilisé un sort, mais Palupa la traite de lâche pour avoir fui. Elle s'excuse, disant qu'elle savait qu'enfuir. Il remarque des empreintes et décide de les suivre dans le désert. Nambuko retrouve la femme aux cheveux violets dans une salle luxueuse. Il la remercie et ordonne qu'on lui apporte des jeunes avec de la nourriture. Puis il s'en va, disant qu'il veut juste son argent pour continuer les recherches. En sortant, il croise Charicharu, qui s'excuse d'avoir échoué, et parle de la puissance de Ihiro. Il avoue qu'il ignorait que le garçon était si fort, et lui donne un sac de pièces en guise de récompense. Elle le serre dans ses bras et lui dit qu'elle l'aime. Puis elle saute dans les bras d'un garde et crie que sa vie appartient à Nambuko. Pendant ce temps, le groupe de Ihiro arrive à l'endroit de la capture et voit la fusion entre l'ORC et les humains. Giro conclut que ce n'est pas Ihiro qui l'a fait, mais bien Nambuko. Et tous se précipitent pour le retrouver. On voit bientôt Ihiro attaché à une chaise dans une pièce. Peu après, Nambuko entre avec un sac plein d'armes étranges. Il l'ouvre et révèle divers outils de torture, disant à Ihiro qu'ils vont bien se connaître, puisque les humains supportent peu la douleur. Il compte poser plusieurs questions jusqu'à avoir des réponses. Nambuko lève une arme et demande quel est son lien avec Daganzoto. Mais Ihiro répond par une autre question. Pourquoi tant d'intérêt pour le dragon? C'est là qu'on découvre que Nambuko veut profiter du chaos qu'un retour de Daganzoto pourrait provoquer. Mais alors qu'il s'apprête à couper le bras de Ihiro, il entend une femme royale dehors se plaindre d'un garçon. Il laisse l'arme plantée dans le meuble et sort régler ça. Profitant du moment, Ihiro libère un pied, le secoue, et un emblème caché dans sa botte tombe. Il tente de fuir. Pendant ce temps, le docteur Baharopa sent l'odeur de Sarato et part à sa recherche avec une étrange machine-chien, se dirigeant vers Ihiro. Celui-ci fait semblant d'être toujours ligoté.
Le vieux homme demande pourquoi il sent Sarato. En entendant son nom, Ihiro la reconnaît. Le docteur veut savoir si elle va bien et où elle est. Ihiro dit qu'ils ont été séparés récemment. Le vieil homme demande où ils se sont rencontrés. Ihiro raconte l'histoire du dragon de sable et comment Sarato a écouté les battements du dragon. Choqué, Baropa tente d'écouter le cœur de Ihiro, mais sursaute, disant qu'il ne lui appartient pas. Il croit que le destin l'a uni à Sarato. Il demande à Ihiro de veiller sur elle. Ihiro répond qu'il est attaché et que Nambu-Uko va le torturer. Alors, le docteur sort une potion et lui dit de la boire. En pensant à Sarato, ça le libérera. Ihiro boit et commence à léviter, entouré d'énergie violette. Avant de disparaître, Baropa dit qu'il aimerait rencontrer Maître Théo. Ihiro retombe au milieu de son groupe, qui observait le camp de Nambu-Uko. Il dit qu'ils doivent fuir immédiatement. De retour dans la pièce, Nambu-Uko trouve Baropa à la place du garçon. Il veut savoir ce qu'il s'est passé. Le docteur admet l'avoir aidé à fuir, disant qu'il vit aussi pour Sarato. Baropa lui dit de le tuer s'il veut, mais il refuse, car il a encore besoin de lui pour finir un projet. Mais il promet qu'après cela, il paiera très cher. En partant, Nambu-Uko se demande ce que pensera Ihiro quand il apprendra la vérité sur Sarato. Plus tard, le groupe de Ihiro se cache dans une grotte, dans une ancienne mine abandonnée. Ihiro raconte ce qu'il a vécu. Sarato dit qu'il sent l'odeur de Baropa, qu'elle appelle père. Ihiro se tourne vers Ihiro et dit que ce qui le trouble, c'est ce que le docteur a dit sur son cœur. Il pense que Béron lui a peut-être transplanté un cœur de dragon, il y a 10 ans, comme dernier espoir. C'est pour ça qu'il sent Daganzoto, et qu'il partage la même marque sur sa poitrine. Ihiro dit que ça explique aussi pourquoi le dragon l'a protégé, et qu'il pourrait éveiller un pouvoir étrange. Quand il ressent peur et douleur, il appelle ça la forme du dragon, parlant de Ihiro. Alors Ihiro se demande s'il devra mourir pour vaincre Daganzoto. Ihiro répond que ce n'est pas sûr. Et Ihiro part, frustré à l'idée de devoir mourir pour se venger. Ihiro et Palupa le suivent. Erin veut y aller aussi, mais Tomit l'en empêche, disant que c'est personnel et qu'il ne faut pas l'espionner. Pendant ce temps, Charicharu joue avec un monstre appelé Chien Jaune, offert par Nambu-Uko. Elle lui ordonne de traquer le héros. Le pelage de la bête devient des yeux rouges volants qui cherchent leur cible. Sarato leur dit adieu et rejoint Ihiro, assis au bord d'une falaise. Juste quand Ihiro et Palupa arrivent. Ihiro, un lézard humanoïde, s'approche en disant qu'il était un enfant adorable, mais qu'il est aujourd'hui un jeune homme plein de doutes. Elle se souvient que son propre fils avait l'habitude de se recroqueviller comme une boule chaque fois qu'il était grondé pour avoir cassé quelque chose en dormant. Palupa rejoint la conversation, disant que Ihiro agissait toujours ainsi quand il allait mal, comme aux funérailles de ses parents ou pendant l'entraînement, quand il faisait une erreur. Ihiro demande alors quel est leur objectif et où ils veulent aller. Palupa explique que Ihiro étudiait la magie la nuit après l'avoir entraîné, et que pendant 10 ans il a tout appris à partir de rien avec lui. Il a fait ça pour comprendre les risques que Béro avait pris pour sauver son fils et aussi pour bien s'occuper de lui. Juste après, Palupa dit qu'il doit le protéger et qu'ils resteront toujours à ses côtés. Ihiro s'enthousiasme et demande s'ils resteront jusqu'à ce qu'il obtienne le fameux Grand Troa. Avec cela, il décide de trouver le trésor de son père pour tenter d'échanger son cœur avec celui du dragon et ainsi assurer sa survie. Peu après, le groupe se réunit et poursuit son voyage, mais Eri disparaît de nouveau en chemin. Sarato demande à Ihiro d'écouter battre son beau cœur, et Palupa essaie de la corriger en disant que c'est impossible à entendre. Elle répond qu'elle est simplement attentive. Tomit en profite pour demander à Ihiro s'il peut activer sa forme à volonté, mais soudain, on voit un des yeux magiques de Charicharu espionner le groupe, la tenant informée de leur position. À ce moment-là, elle part avec ses soldats à leur recherche, et peu après, le groupe arrive dans un village totalement dévasté. Il n'y a aucun signe des villageois, et en s'approchant, ils trouvent un puits brisé couvert de marques de griffes. Cela ravive un souvenir traumatisant du passé de Ihiro. Il décide de fouiller les lieux avant de s'y installer, mais en explorant les ruines, il est confronté à un souvenir d'enfance. C'est là qu'on découvre le passé tragique de Ihiro et de ses parents, un ogre et une humaine. Les autres ogres sont scandalisés de voir une humaine dans cette maison, la tenant pour responsable des destructions causées par les humains. Ils décident alors d'exécuter les deux, la femme pour avoir trahi sa race et l'homme pour avoir provoqué la chute du village.
Avant l'exécution, le père de Hiro dit à son fils, caché, qu'un vrai héros ne détourne jamais les yeux d'un bon acte. Juste après, Hiro s'enfuit, trébuche et est retrouvé par son père, qui le ramène à la maison. Pendant ce temps, dans le présent, Tomit entre dans une maison abandonnée pour enquêter et découvre plusieurs cadavres. Il s'enfuit, terrifié, en réalisant que l'auteur du massacre est toujours là, et prévient le groupe de fuir. Derrière lui réapparaît cette créature, un mélange grotesque d'orque et d'humain qui le poursuit. Hiro explique que c'est une des expériences de Nambu-Uko. Hiro, furieux, se place devant lui pour le protéger, tentant d'attaquer le monstre avec sa grande épée, mais rate, et la bête fonce sur lui. Hiro essaie de se transformer en dragon, mais il n'y parvient pas malgré tous ses efforts. Jiro le sauve et frappe cette fois la créature sur le flanc. Ailleurs, Erin rencontre Charicharu pour tenter de parler à Nambu-Uko et lui transmettre une information. Quand ils sont seuls, Erin révèle au marchand que Hiro est le fils de Bero et que le cœur du dragon est en lui. Nambu-Uko se méfie et lui demande pourquoi elle lui révèle ça. Erin répond qu'elle veut une récompense pour une information si précieuse. En remerciement, Nambu-Uko lui donne un objet appelé Alshina et dit que si Hiro est bien le fils de Bero, il reviendra réclamer le grand roi. Puis, Nambu-Uko appelle Charicharu pour parler avec Erin et lui demande directement de tuer Hiro. Et Erin accepte sans hésiter. Plus tard, on apprend qu'Erin a suivi l'ordre de Nambu-Uko à la lettre. Elle a reçu Charicharu par une femme chinoise et se dirige vers le village où le groupe est installé. Une fois sur place, Hiro fait semblant d'acheter une épée, mais Palupa l'avertit. Il dit que ça doit être quelque chose de bon marché, car le groupe a peu d'argent et beaucoup de chemin à parcourir. Après quelque temps, ils arrivent dans une auberge et prennent une chambre, mais ils doivent cuisiner et manger eux-mêmes pour économiser. Peu après, Hiro essaie plusieurs épées jusqu'à trouver la bonne. Une lame plus courte, plus légère, parfaite pour lui. Quand Sarato voit l'arme, elle admet se sentir un peu mal à l'aise, mais Hiro décide de la garder quand même. Plus tard, Hiro et Sarato se promènent sur le marché, et elle est attirée par un bijou en forme de lune croissante. Elle s'arrête devant l'échoppe et le vendeur tente de les convaincre, mais le prix est trop élevé. Puis Sarato montre à Hiro la pièce qu'elle avait reçue de lui, et Hiro répond qu'il aimait la pierre brillante, donc il n'était pas nécessaire d'acheter autre chose. Ensuite, tous deux quittent la boutique et rejoignent Hiro. Ailleurs, Erin se rend à l'armurerie et achète 5 flèches aux plumes enchantées, capables d'abattre facilement un grand monstre. Ce soir-là, le groupe se réunit pour dîner et discute de ce qu'a dit Baharupa à propos du maître Théo. À ce moment, Hiro découvre que cette personne était autrefois le médecin de son père. Sarato mentionne que son équipe connaît bien ce médecin et qu'ils sont proches de lui. Donc le plan devient de le retrouver et lui parler. Mais pour l'instant, chacun va se reposer dans sa chambre. Cependant, cette même nuit, quelque chose d'étrange commence à se produire. Une ombre sinistre grandit et se déplace lentement dans la ville, tandis que certains membres dorment encore. Jiro et Hiro parlent du village précédent, et Hiro demande pourquoi Jiro l'a sauvé. Jiro répond que cela fait simplement partie de son travail. Hiro explique qu'il n'arrive pas à dormir, à cause du dragon en lui qui ne le laisse pas en paix. Bientôt, le groupe entend des explosions venant de l'extérieur de l'auberge, et sort précipitamment voir ce qui se passe. On dirait qu'une ombre de dragon détruit les maisons et absorbe quiconque touche avec ses longs bras. Hiro tente de courir vers la créature, pensant qu'il s'agit de Daganzoto, mais Jiro l'arrête, disant que ce serait une erreur. L'ombre fonce sur eux, et Jiro plante son épée dans le sol, tentant d'atteindre le monstre, mais rate et se fait capturer. Sarato essaie de les aider, mais Tomit la retient. Elle reste là, bouleversée, comprenant que cette chose n'est pas Daganzoto. Et c'est à ce moment-là que Charicharu apparaît près de Hiro, et on apprend que le monstre a été créé par Nambu-Uko. Il avait demandé à Baharu de créer cette créature et l'a ensuite donnée à la sorcière. Charicharu ordonne alors à la bête de dévorer Jiro sur le champ. Pendant ce temps, elle pointe une ombrelle tranchante vers Hiro et emplit leur cœur d'épines. En parallèle, Baharu observe la scène aux côtés de Nambu-Uko et dit qu'il ne faut pas tuer Hiro, car il est l'avenir de Sarato. Hiro saisit l'arme de Charicharu juste avant qu'elle ne perce sa poitrine, mais elle l'électrocute aussitôt. C'est alors qu'on découvre le vrai plan de Nambu-Uko. Il veut mettre le cœur du dragon en danger pour forcer Daganzoto à apparaître. Charicharu continue à enfoncer l'arme, visant son cœur. Mais Hiro supplie désespérément qu'elle n'attaque pas Jiro,
distrait par ses émotions. Elle parvient tout de même à entailler légèrement sa peau, ce qui fait perdre totalement le contrôle à Hihiro, le poussant à activer sa forme de dragon dans un accès de rage. Charicharu est projeté au loin sous l'effet de l'énergie libérée à ce moment-là. Et juste après, Hihiro fonce de toutes ses forces, entouré d'éclairs noirs. Il se jette dans la bataille contre les soldats envoyés par Nambu-Uko. Et c'est alors que Daganzoto surgit de l'ombre, se rapprochant de Hihiro. Mais Jiro intervient et bloque le chemin, Erin venant aussi à son secours. Hihiro saisit une épée et, dans un élan d'énergie, lance une attaque vers le dragon. Mais la lame rate Daganzoto et frappe Jiro de plein fouet. En même temps, on voit Charicharu et son groupe se retirer du combat. Et toutes les caméras qui espionnaient Hihiro explosent devant Baharu et Nambu-Uko. Peu à peu, Hihiro retrouve ses esprits, tandis que Sarato commence à se sentir très mal. Quelques instants plus tard, tous se rassemblent autour de Jiro, étendu au sol dans une mare de sang. Hihiro comprend immédiatement ce qu'il a fait. Et le lendemain matin, Jiro repose, gravement blessé, soigné par Sarato et Hihiro. Il semble profondément bouleversé et coupable d'avoir blessé son ami. Soudain, Jiro se réveille à cause de l'odeur du plat que Palupa prépare. Tout le monde est soulagé de le voir reprendre conscience, et Hihiro s'excuse immédiatement. Palupa tente de le rassurer, expliquant que c'est la transformation qui a causé cela, que le dragon a échappé à son contrôle. Jiro précise que c'est un danger réel, surtout si cette forme reste active, car un jour il pourrait ne plus redevenir humain. Peu après, il se rallonge et suggère de demander au maître Tal s'il sait quelque chose à ce sujet. Plus tard, Palupa essaie d'obtenir des médicaments de Mumu, mais elle lui propose une plante rare et hors de prix. Finalement, elle s'en va, tandis qu'Erin dit savoir où trouver un remède appelé Surafuria. Hihiro et Sarato commencent alors à courir à la recherche du remède. Pendant ce temps, Nambu-Uko reçoit commande sur commande d'armes, de munitions et d'armures venant de partout. Il ordonne même de répandre des rumeurs disant qu'un pays aurait capturé le dragon, pour semer la panique et augmenter encore plus ses ventes. En parallèle, Charicharu est enfermé dans une pièce avec le chien au pelage jaune, car Nambu-Uko lui a dit qu'il ne voulait plus jamais la revoir. Dans le canyon, Hihiro et Sarato arrivent enfin sur les lieux. Elle tente de le calmer, lui disant que tout ira bien, qu'ils trouveront la plante Surafuria, et ajoute que le cœur se porte bien aussi. Ce détail laisse Hihiro un peu confus. Pendant ce temps, Erin reste à l'auberge pour s'occuper de Jiro, quand Tomito rejoint le groupe. Il partage ses doutes à propos de Sarato, disant qu'elle ne mange jamais, ne sourit jamais, et que Charicharu parvient toujours à localiser leur position. Il mentionne aussi que Baharopa est lié à Nambu-Uko. Vu la connexion de Sarato avec le docteur, il lui est difficile de lui faire entièrement confiance. Pendant ce temps, Hihiro et Sarato atteignent une zone du canyon où ils aperçoivent la plante médicinale. Mais elle se trouve tout au bout d'un sentier dangereux et glissant. Hihiro dit à Sarato d'attendre en haut, mais elle refuse et insiste pour l'accompagner, voulant aider Jiro elle-même. Ils passent un moment à explorer la partie basse du canyon sans succès, jusqu'à ce qu'un crapaud géant à cornes bondisse des hautes herbes pour les attaquer. Sarato pousse Hihiro à l'écart et tous deux fuient en glissant sur le sol humide, alors que la pluie commence à tomber. Peu après, Sarato repère un minerai d'argent rare incrusté en hauteur sur une butte. Hihiro grimpe immédiatement, et pendant ce temps, Erin explique que Tomito et Hihiro ont entendu directement Nambu-Uko dire qu'il voulait tuer Hihiro avant de changer d'avis. Elle révèle qu'il possède un appareil Ostina, ce qui lui a permis d'entendre les plans du marchand. Ensuite, Erin suppose que Nambu-Uko cherche à comprendre le lien entre Hihiro, Daganzoto et Palupa, et réalise alors pourquoi il les a tous réunis au même endroit. De son côté, Hihiro tente de toutes ses forces d'arracher la plante du sol, mais il n'y parvient pas. Soudain, le sol tremble et une énorme tortue apparaît. La montagne était en fait la carapace du monstre. Pendant ce temps, Erin déclare qu'ils doivent fuir et se rendre au pays où les vœux viennent mourir. La fille chat explique que Nambu-Uko vend armes et ressources aux 3 plus grandes nations, tout effrayées par Daganzoto, et qu'il contrôle aussi le prix des pierres magiques pour garder le pouvoir. En d'autres termes, il fait d'énormes profits très rapidement. Mais si cela continue, une guerre totale éclatera sur tout le continent, rendant impossible toute traversée vers Nambu-Uko. C'est pour cela qu'ils doivent agir vite et mettre la main sur cette substance puissante s'ils veulent venger leurs parents et mettre fin à toute cette histoire une bonne fois pour toutes. Après de gros efforts,
Hiro parvient enfin à saisir l'herbe, mais glisse du dos de la tortue. Sarato le rattrape dans ses bras. Elle rit légèrement tout en le tenant. Une fois descendu, il dit que c'est la première fois qu'il la voit rire depuis leur rencontre. Sarato baisse les yeux un instant, puis retrouve vite le sourire. Tous deux échangent un regard rempli de chaleur et de joie. De retour, le remède préparé avec la Serafuria commence à faire effet. Le traitement fonctionne, et Hiro montre une nette amélioration. Pendant ce temps, Tomit utilise l'ostina d'Erin pour parler avec Peshat, et à son retour, elle apporte une très mauvaise nouvelle. Dans son village, les habitants sont forcés de travailler dans les mines, mais seuls les pauvres y sont envoyés, destinés à mourir, et il n'y a plus aucune nourriture à proximité. Tomit est révolté et se met à pleurer, jurant qu'il obtiendra le grand Troé pour les aider. Le groupe décide alors de se reposer le lendemain. Après avoir mangé et repris des forces, tous se dirigent vers le village, et Tomit confie à Palupa qu'il ne ressent plus ce malaise quand Sarato est là. Alors qu'il monte la montagne sacrée, un homme étrange apparaît soudainement, flottant à côté de Hiro, Palupa et le reste du groupe. Il a des cheveux verts et des oreilles pointues. Ils le reconnaissent aussitôt. C'est le maître Théo. Ils demandent s'ils lui ont apporté un cadeau. Mais dès qu'il voit Sarato, il oublie sa question et court la serrer dans ses bras. Car tous deux se connaissaient déjà par le passé. Peu après, le groupe se rend à une grotte voisine où vit le maître Théo. Là, ils expliquent tout ce qui est arrivé à Hiro, et soudain, celui-ci commence à interroger le professeur, lui demandant pourquoi il n'a rien fait pour sauver ses parents ou empêcher la catastrophe. Mais le maître Théo répond qu'on ne peut pas arrêter les forces de la nature, tout comme il est impossible d'affronter un dragon maléfique uniquement par la force. Puis le vieil homme se lève et dit à Hiro de le suivre, ajoutant qu'il est temps de pratiquer la magie. Le problème, c'est que Hiro est très mal à l'aise avec cela, car il est un épéiste, il n'a rien à voir avec la magie. Mais avant de commencer l'entraînement à l'extérieur, le maître envoie Hiro et Tomite chercher de l'eau et de la viande sous prétexte qu'il en faut pour le repas. Erin s'éloigne également un moment, et à ce moment-là, le maître demande à Hiro si le sol sous ses pieds est bien plat. Hiro répond que non, mais malgré cela, on lui demande de faire un pas en avant. Il lui demande ensuite si ce pas était droit, et Hiro dit que oui. Le maître réagit aussitôt. Comment un pas peut-il être droit si le sol est incliné? Il donne alors à Hiro une feuille avec le visage de Sarato dessiné dessus et lui dit de la froisser. Ensuite, il lui demande de l'aplatir plusieurs fois, sans expliquer pourquoi. Pendant ce temps, Erin est sur une colline voisine avec l'Ostina, écoutant le conflit qui ne va pas tarder à éclater. Elle comprend que ce n'est qu'une question de temps avant que tout explose. Après un long moment à manipuler le papier, Sarato s'approche et demande à voir le dessin de Hiro. Quand il le montre au maître, le vieil homme observe les deux avec étonnement, suspectant que leur lien commence à se renforcer. Pour la suite de l'entraînement, le maître Théo demande à Hiro de choisir une pierre. Il en choisit une, mais Sarato en profite pour lui montrer la pièce qu'elle lui avait donnée auparavant. Hiro répond que cette pièce est en réalité la pierre qu'il a reçue. Et le maître le félicite, disant que la pièce est magnifique et lui va parfaitement. Ensuite, le vieil homme lui demande de désigner l'endroit exact où il veut que la pierre tombe. Hiro choisit un point précis, mais la pierre ne tombe pas là. Même ainsi, le maître le corrige, mais Hiro insiste pour dire que la pierre est bien tombée là où il voulait, donc ça va. Juste après, il dégaine son épée et menace le maître, ce qui pousse Paluto à intervenir. Mais finalement le vieil homme accepte de l'entraîner avec une épée à la place. Le maître se place alors face à Hiro et saisit quelque chose d'invisible avec ses deux mains, l'appelant une épée. Il frappe ensuite le bâton magique de Sarato avec et le touche, expliquant plus tard que c'est une forme de magie, même s'il la nomme épée et encourage Hiro à essayer à son tour. Hiro imite le mouvement du maître, fait semblant de tenir une épée invisible, qu'il appelle Coco, et lance une attaque directe qui fissure un rocher à proximité. Même s'il pensait que tout cela était une perte de temps, le maître loue ses efforts, il continue à s'entraîner pendant plusieurs heures, tandis que le reste du groupe se consacre à d'autres tâches. Pendant ce temps, Charicharu est profondément déprimée, même enfermée dans sa chambre, jusqu'à ce qu'un garde vienne la chercher pour la conduire à Nambuko. En parallèle, Hiro discute avec le maître Théo à propos de lui-même, de sa ressemblance avec son père, Bero. Là, le maître dit à Hiro que même après 10 ans, il n'a jamais atteint le niveau à l'épée que le garçon possède déjà. On dit que Hiro a un talent immense pour la magie, qu'il est vraiment puissant.
car aucun humain normal ne pourrait porter en lui le cœur d'un dragon. Peu après, le maître poursuit la conversation avec Hiro, lui expliquant davantage son pouvoir, et l'avertit que c'est extrêmement dangereux. Car le tout premier coup donné avec l'épée invisible a divisé sa force sans même toucher le bâton de Sarato. Et pourtant, cela a tout de même touché le vieil homme. Il a évité une blessure grave uniquement parce qu'il a eu le réflexe de se défendre à temps. Ensuite, le maître révèle autre chose, que Sarato et Hiro sont comme deux moitiés d'un même couple qui doivent toujours rester ensemble. Pendant ce temps, Charicharu retrouve Nambuko, qui l'accueille chaleureusement avec une étreinte. S'éloignant avec elle et laissant le reste de la mission entre les mains de Baharopa. Le lendemain, Hiro poursuit son entraînement avec le maître Théo. Le vieil homme lui suggère de se pencher en avant, la tête entre les jambes. Hiro en a assez de cet entraînement absurde et quitte les lieux, frustré. Palupa est d'accord avec lui et dit qu'il n'existe aucun monde où l'on utilise des épées dans une telle position, comme l'enseigne le maître. Hiro dit qu'il abandonne, mais le maître Théo propose alors un défi final. Hiro se retourne, surpris par ces mots. Le maître lui dit de le frapper avec l'épée Koko, et que s'il parvient à le toucher, il sera libre de tout entraînement. Hiro est un peu découragé, pensant qu'il n'est pas fait pour la magie. Mais il se concentre et lance un coup, rien ne semble se produire. Pourtant, le vieil homme commence à faire semblant d'avoir mal. Exagérant comme toujours, il dit que l'attaque l'a touché. Et avec cela, il décide que Hiro a réussi l'épreuve et peut aller de l'avant. Alors que le groupe s'éloigne, on comprend ce qui s'est vraiment passé. L'attaque lancée par Hiro était incroyablement puissante, forçant le maître Théo à se défendre avec de la magie de protection. Il en conclut que la décision de Bero de remplacer le cœur de son fils par celui d'un dragon en valait la peine. Et c'est pour cela que Hiro est capable de contrôler une puissance aussi démesurée. L'aventure du groupe continue à travers plusieurs villes, rivières et forêts, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin le désert, connu sous le nom de désert de la mort. Au-delà se trouve le destin qui les attend. Juste après, Hiro commence à courir à travers le désert, mais un oiseau ennemi surgit sur son chemin. Et Hiro l'abat d'un coup précis. Tomit se demande alors comment les ennemis arrivent toujours à les localiser à ces moments-là. Le dispositif d'Erin s'active soudainement. La voix de Nambuko en sort, s'adressant directement à elle. Tout le monde est choqué en réalisant qu'Erin était une espionne infiltrée dans le groupe depuis le début. Et maintenant, elle est en très mauvaise posture. Exposée, la fille chat ramasse l'appareil au sol. Le groupe exige la vérité, et elle avoue tout, disant qu'il n'y a plus aucune raison de mentir. Elle révèle qu'elle envoyait des informations à Nambuko. Les autres lui demandent si elle les a vraiment vendues comme des marchandises. Et elle admet avoir reçu une belle somme pour cela. Hiro envisage même de la tuer sur le coup, mais après avoir pointé son épée vers elle quelques secondes, il réalise que ça ne changerait rien. Tout le groupe est déçu et en colère contre Erin, et il décide de continuer à traverser le désert de la mort, en ignorant ses avertissements sur les dangers à venir. Elle lance quand même une remarque, disant que personne ne devra venir se plaindre plus tard. Ailleurs, on voit Charicharu sur le point d'exécuter un autre ordre de Nambuko. Un garde à proximité tente de l'en empêcher, mais elle dit qu'elle ne fait qu'obéir aux ordres de Nambuko. Elle demande ensuite au docteur Baharopa d'activer son invention. Et juste après cela, Charicharu entre dans une sorte de capsule de cristal. On aperçoit le chien jaune de l'autre côté, séparé d'elle par une barrière. Et dès qu'elle est à l'intérieur, le docteur Baharopa déclenche le dispositif. Les capsules de cristal commencent alors à émettre une lumière intense. De retour avec le groupe de Hiro, ils continuent leur marche dans le désert brûlant, luttant contre une chaleur insupportable. Et oui, c'est un peu moi chaque lundi matin, en train de me battre contre la chaleur. Bref, Tomit commence vite à se plaindre, et le moral du groupe ne fait que chuter. Pendant ce temps, dans un autre royaume, les dirigeants se préparent à une guerre, qui pourrait toucher toutes les nations. Ils agissent à partir de fausses informations manipulées par Nambuko. Ils finissent donc par croire que le roi de Saint-Amoria s'est allié avec le roi de Van Lodi pour libérer le dragon d'Aganzoto et semer le chaos sur le continent. C'est pourquoi le roi décide d'agir. Il rassemble ses troupes et se dirige vers la zone neutre, avec l'intention de protéger le peuple et de mettre fin à ce conflit. Lorsque la nuit tombe, Hiro et ses alliés montent à un camp au milieu du désert, mais font face à un autre défi. Cette fois, c'est le froid glacial de la nuit,
totalement opposé à la chaleur accablante du jour. Palupa demande s'ils sont encore loin de la terre où les souhaits meurent. Et Jiro répond qu'ils devront encore survivre à au moins 3 nuits dans ce désert. Le lendemain matin, le groupe de Hiro reprend sa route à travers le désert. Et ils sont presque à court d'eau. Soudain, Palupa glisse sur une pente de sable et tombe dans le piège d'une créature appelée le Jangalo. Elle ressemble à un ver géant. À ce moment-là, alors que Palupa glisse vers le centre du piège, un monstre surgit et tente de le dévorer sur le champ. Mais Jiro et le reste du groupe réagissent vite et lui lancent quelque chose pour qu'il puisse s'accrocher. Même ainsi, ils ne parviennent pas à l'empêcher de rester suspendu juste par un bout de tissu lancé par ses amis. Il est sur le point d'être dévoré quand soudain quelque chose tombe à côté de lui. Une bûche attachée à une corde. C'est Erin qui la lance, arrivant juste à temps pour aider. Elle et Jiro coopèrent pour tirer l'homme lézard hors du piège et le Jangalo replonge dans le sable après son échec. Une fois remonté, Palupa remercie Erin de l'avoir sauvé. Mais Jiro, irrité, dit qu'il ne veut même pas la voir recouverte d'or. Malgré tout, il insiste, s'ils continuent ainsi, ils vont se perdre. Ils se dirigent complètement dans la mauvaise direction. Tout le monde est surpris, et Erin leur montre un monstre mort gigantesque. Elle leur fait comprendre que s'ils ne l'écoutent pas et refusent son aide, ils finiront comme cette créature là-bas. Pendant ce temps, dans le royaume de Shilfen, le roi tombe dans le piège de Nambu-Uko et commence à croire que le royaume de Van Lodes et de Santa Amoria ont formé une alliance. Pensant cela, il commence à agir et à prendre des décisions. Juste après, des portes s'ouvrent et le roi fait son apparition. Ailleurs, le groupe de Hiro se retrouve face à une immense tempête de sable. Ils essaient même de fuir, mais cela ne sert à rien. Au bout d'un moment, le groupe est séparé et Palupa se réveille à côté d'Erin, qui est restée avec lui. Il demande où sont les autres, mais elle ne sait pas et dit que le mieux est de trouver une oasis. Peut-être qu'ils y trouveront quelque chose. De l'autre côté du désert, Jiro retrouve Tommy évanoui, clairement affaibli par la tempête. À présent, ils ne sont plus que 2. Pendant ce temps, Hiro marche avec Sarato sous une chaleur écrasante, bien qu'elle semble assez calme. La nuit approche et Palupa cherche encore l'oasis avec Erin, mais rien n'apparaît. À ce moment-là, Palupa commence à se sentir épuisé et Erin propose de porter une partie de ses affaires. Mais il refuse, disant qu'il ne veut pas qu'une personne comme elle touche à ses affaires. Erin explique qu'elle n'est qu'une informatrice et qu'elle a essayé d'infiltrer les rangs de Nambu-Uko pour lui voler le grand roi, mais qu'elle a été capturée avant d'y parvenir. Même ainsi, Palupa est dans un état critique et supplie pour un peu d'eau. Hiro n'est pas en meilleur état, tremblant, frigorifié et assoiffé. Sarato reste à ses côtés, visiblement inquiète. Le lendemain matin, Palupa se réveille en meilleure forme grâce aux soins d'Erin. Pendant ce temps, Hiro est au plus mal. Sarato comprend qu'il va mourir si rien n'est fait. Elle regarde autour d'elle et semble sentir la présence d'une source toute proche. Persuadée que c'est là, elle enlève une partie de ses vêtements et part en direction de l'eau. Ailleurs, Hiro porte Tommy sur son dos, et ils aperçoivent au loin Palupa et Erin marchant ensemble. Une fois réunis, Palupa dit que Hiro a survécu grâce à la fille chat. Et Hiro répond que Tommy a besoin d'eau immédiatement. Erin dit que l'oasis est proche, mais Hiro lui demande si elle est digne de confiance. Elle répond qu'elle ne veut pas mourir dans ce désert non plus et qu'elle se dirige vers l'oasis. À eux de voir s'ils veulent la suivre ou non, et au final, ils choisissent de lui faire confiance à nouveau. Pendant ce temps, Sarato trouve de l'eau et court la donner à Hiro, qui était en train d'halluciner et de se rappeler des souvenirs d'enfance. Après avoir bu un peu, il se sent mieux, et Sarato l'aide à marcher pendant qu'ils continuent à chercher plus d'eau et leurs amis. Un autre groupe arrive à l'oasis. Peu après, Palupa et Erin se jettent dans l'eau sans hésiter, tandis que Hiro donne à boire à Tommy, qui montre vite des signes de rétablissement. Pendant ce temps, Sarato et Hiro marchent dans une zone parsemée de flaques. Mais soudain, ils voient quelque chose arriver rapidement vers eux. En regardant de plus près, ils réalisent que c'est Charicharu, maintenant fusionnée avec le chien jaune. Elle est bien plus rapide et plus forte qu'avant, et d'un seul coup, elle met Sarato à terre et attrape Hiro. Juste après, elle utilise une pierre bleue lumineuse pour se téléporter avec lui directement auprès de Nambu-Uko, et ils disparaissent instantanément. Pendant ce temps, les nations commencent à organiser leurs armées à Balboa, se préparant pour une nouvelle bataille décisive sur le même champ de bataille qu'il y a 10 ans.
Hihiro se réveille alors et réalise qu'il est face à face avec Nambu-Uko, qu'il appelle le cœur de Daganzoto. Mais Hihiro s'en moque, il veut juste récupérer le trésor de son père et sort déjà son épée, prêt à réclamer ce qui lui revient. Mais lorsqu'il tente d'attaquer, Nambu-Uko s'élance et lui colle une épée sous la gorge, faisant une menace directe, puis révèle qu'ils se sont déjà rencontrés auparavant. Nambu-Uko dit qu'il était présent lors de la tragédie de Balboa et que c'est là qu'il a obtenu le grand Trowa. Le marchand avoue que c'est lui qui a tiré la flèche qui a blessé Bero. Et à cause de cela, Bero n'a pas pu terminer le scellement du dragon. 10 ans plus tôt, il avait déjà le même plan en tête, provoquer la destruction avec Daganzoto, pour forcer les royaumes à dépenser tout ce qu'ils avaient. Ainsi, il deviendrait immensément riche, et il explique ensuite qu'il a survécu à cet endroit et à cet affrontement, grâce à un cristal fabriqué à partir du sang de dragon, et dit qu'il a été profondément impressionné par les flammes noires de Daganzoto. Il demande à Hihiro ce que ça fait de porter un cœur de dragon, puisqu'il pensait que la bête était morte il y a 10 ans. Mais Hihiro se met en colère, disant qu'il est fou d'admirer quelque chose qui a tué des centaines de personnes, y compris ses parents. Une fois de plus, Hihiro tente d'attaquer. Mais Nambu-Uko le désarme facilement, et dit qu'il n'a aucune intention de le tuer, car ainsi il garde le contrôle du dragon. Pendant ce temps, le groupe est toujours dans le désert à la recherche de Hihiro, et Sarato participe aussi aux recherches. Ils utilisent l'Alxina d'Erin pour essayer de détecter une trace de lui, quand soudain, ils entendent sa voix. Mais elle est faible, presque éteinte, et tous courent rapidement dans la direction indiquée par l'objet. En s'approchant, ils réalisent que Sarato est seul, frappant une énorme pierre de cristal avec son bâton magique. Hihiro est alarmé par la scène et la prévient que si elle continue, elle risque d'attirer un dragon, et comprend qu'il doit l'aider tout de suite. Mais même ainsi, elle continue à frapper la pierre violemment, et appelle encore Hihiro jusqu'à ce que son bâton se casse. À ce moment-là, un dragon apparaît, fonçant sur elle à une vitesse vertigineuse. Quand il ouvre la gueule, Sarato sourit et se laisse faire, se laissant avaler sans résister. Alors Palupa se souvient que lorsqu'ils l'ont rencontrée pour la première fois, elle était aussi sortie de la gueule d'un dragon. Le dragon approche du groupe, en ouvrant la bouche, révèle Sarato à l'intérieur. Il dit qu'il est leur allié et qu'il les emmènera à retrouver Hihiro. Juste après, on voit tout le monde sur le dos du dragon rouge, traversant le ciel au-dessus du désert. Sarato est assise dans sa gueule, et ailleurs, Nambu-Uko contacte le docteur Baharupa pour poursuivre son plan de conquête du continent. Le docteur dit qu'il ne lui manque qu'à intégrer le trésor scellé dans le projet qu'il construit pour y parvenir. Mais il avertit que cela exigera toute l'énergie du manoir. Nambu-Uko accepte aussitôt, sans même discuter. Peu après, on voit le docteur détecter quelque chose de très étrange sur son radar. Et juste après, le groupe apparaît volant sur le dragon en direction du manoir. Tomit remarque que l'endroit ressemble bien plus à un manoir qu'à un château démoniaque. Erin explique que le lieu était dirigé autrefois par un démon nommé Jirokia. Et en entendant cela, Palupa et Tomit demandent si ce n'était pas juste une vieille histoire pour faire peur aux enfants. Mais Erin révèle qu'il a bel et bien existé, et qu'un héros nommé Dal Albar l'a vaincu, et que le château a été complètement détruit. Malgré cela, une magie très puissante reste présente dans les ruines. La même magie que Nambu-Uko veut utiliser, et qui protège encore toute la région. Soudain, une énorme lance est tirée depuis la forteresse ennemie, touchant le dragon de plein fouet et le tuant sur le coup. La créature s'écrase dans une zone plus basse, mais le groupe parvient à se cacher à temps. Pendant ce temps, des subordonnés de Nambu-Uko s'approchent pour inspecter le corps du dragon, cherchant les intrus, qui se déplacent clairement dans la zone. Mais un nouveau problème surgit. Le manoir est situé en hauteur, et il n'y a aucun moyen d'y grimper, puisque Mumu ne peut plus être utilisé. À ce moment-là, un portail s'ouvre. Le docteur en sort et appelle immédiatement Sarato, et lorsqu'elle le voit, elle court vers lui. Baharupa est ému de revoir sa fille, et dit qu'ils doivent partir d'ici le plus vite possible. Il ouvre alors un autre portail, et tous parviennent à s'échapper juste à temps. Après cela, tout le monde est en sécurité, et Jiro et les autres commencent à se demander si Sarato est vraiment la fille du docteur. Mais elle révèle qu'elle a été élevée par lui, sur ordre de Nambu-Uko. Et cela choque le groupe, car personne ne sait vraiment qui elle est. Baharupa explique alors qu'elle est en réalité une poupée magique qu'il a créée. En entendant cela, Palupa est bouleversé de ne jamais l'avoir remarqué.
Même si elle ne mangeait jamais rien, il pensait juste qu'elle était économe et gardait trop de nourriture. Il demande alors à Tomit s'il s'en était douté, et le garçon dit qu'il avait des soupçons, car il avait toujours trouvé bien trop différente d'eux. Le docteur poursuit en expliquant que Nambu-Uko était présent à la bataille de Balboa, il y a 10 ans, le plus grand affrontement que le monde ait connu. Mais Jiro n'est pas d'accord, disant que ce n'est pas possible. Car seuls lui et Ihiro ont survécu à ce combat contre le dragon et ses flammes dévoreuses d'armes. Mais le docteur révèle qu'il a survécu grâce au cristal de sang de dragon. Ce cristal est fait à partir du sang blessé de Daganzoto et sert de protection contre les flammes. Ensuite, il dit que Nambu-Uko lui a demandé d'utiliser ce type de cristal pour créer le guerrier le plus puissant de tous. Un guerrier capable de survivre même dans un environnement envahi par ces flammes qui volent les armes. Mais le docteur ne voulait pas suivre cette voie. Alors à la place, il a créé son chef-d'œuvre. Il révèle que cette création parfaite, c'est Sarato, belle et pleine de bonté. Mais cela a rendu Nambu-Uko furieux et il a ordonné qu'elle soit éliminée. Baharopa a refusé de détruire sa propre création, et au lieu de la tuer vraiment, il a simulé sa destruction. En réalité, il lui a permis de s'enfuir et de gagner sa liberté. Sarato dit au docteur qu'après cet événement, elle a rencontré Ihiro, et elle révèle au groupe qu'elle a ressenti un lien en entendant le son de son cœur. Et c'est là que Ihiro lâche la bombe. Son cœur a été remplacé par celui du dragon Daganzoto il y a 10 ans. Le docteur commence alors à comprendre le lien entre le cœur de Ihiro et le cristal utilisé pour créer Sarato. Mais Sarato casse l'ambiance, disant qu'elle doit aller rejoindre Ihiro immédiatement. Sauf que le docteur s'y oppose et lui demande de le laisser tranquille, car l'heure du dragon approche. C'est le moment où de grandes catastrophes se produiront, et Nambu-Uko prévoit d'invoquer Daganzoto. Malgré cela, Sarato ignore l'ordre du docteur. Elle dit qu'elle n'abandonnera pas Ihiro à son destin, puis s'enfuit aussitôt, poursuivie par Erin. Voyant cela, le docteur se demande si elle a développé une conscience propre, puisqu'elle n'avait jamais désobéi avant. Il demande alors au reste du groupe de veiller sur elle. Palupa et Tomit n'apprécient pas du tout ce que le vieil homme a dit. Mais Ihiro répond fermement qu'ils prendront soin d'elle et sauveront aussi le héros des griffes de Nambu-Uko. Peu après, Sarato et le groupe atteignent une salle où se trouve une pierre géante. Et c'est alors que Nambu-Uko et Charicharu apparaissent. Ils tiennent le héros entre leurs mains. Nambu-Uko dit à Sarato qu'il l'attendait, et elle propose de prendre la place de Ihiro. Mais il refuse, expliquant qu'il a besoin des deux pour compléter son plan. Peu après, il menace de faire du mal à Ihiro, et Sarato s'avance vers eux. Alors Charicharu ouvre un portail et projette les trois directement à Balboa. À ce moment-là, Kiryu tente d'arrêter le sort. Mais Charicharu bloque son attaque et dit qu'elle est désormais sa rivale. Arrivé à Balboa, Nambu-Uko force Ihiro à regarder la scène où son destin a été scellé 10 ans plus tôt. Le soleil commence à s'obscurcir, déclenchant une éclipse. Et les armées des différents royaumes se préparent au pire, croyant que c'est la fin de tout. L'heure du dragon est venue, les pierres magiques préparées à Balboa s'activent enfin, en utilisant l'énergie restante des Ihirokiya. Charicharu explique qu'il n'y a plus rien à faire et révèle que le vrai plan de Nambu-Uko était de rassembler les soldats des trois royaumes et de les fusionner avec Daganzoto, créant ainsi une créature encore plus puissante que le dragon originel. Soudain, la sphère contenant les Ihirokiya commence à se refermer, envoyant son énergie directement vers Balboa. Le groupe avertit Charicharu que tout le monde va mourir, mais elle affirme que Nambu-Uko ne la laisserait jamais mourir. Peu après, un genre d'écran apparaît où il s'adresse à tous ceux présents dans la sphère. Il dit qu'il utilisera la magie de leurs âmes et les remercie de se sacrifier pour son plan. Les hommes, les assistants et les serviteurs commencent à crier et supplier qu'on les sauve. Mais Charicharu croit encore qu'elle sera épargnée. Puis il coupe la communication, et c'est seulement là que Charicharu réalise qu'il ne s'est jamais soucié d'elle. Et elle se met à pleurer, désespérée et furieuse. À ce moment-là, Baharopa dit qu'il va essayer de faire sortir le groupe de là. Et il révèle que le vrai corps de la jeune fille se trouve à Balboa. Pendant ce temps, Nambu-Uko dit à Sarato que quelque chose en elle va bientôt s'éveiller. Mais le vrai Baharopa apparaît soudain et tente de l'arrêter. Ce qui ne faisait pas partie des plans du méchant, qui l'attaque aussitôt, le laissant à terre, gravement blessé, brisé sur le sol. Juste après, il fixe Sarato et lui lance un sort pour qu'elle n'ose plus désobéir. Elle se transforme,
révélant une nouvelle forme. Et Nambu-Uko lui ordonne de combattre Hiro. Le but est très simple. La peur qu'elle provoquera fera battre le cœur de Daganzoto en lui. Et cela suffira à ramener le dragon. Hiro supplie Sarato de ne pas obéir, il ne veut pas se battre contre elle. Mais la jeune fille fonce directement sur lui. Pendant ce temps, à l'intérieur de la sphère, tout le monde cherche un moyen de s'échapper, sans succès. Palupa ressent de la pitié pour Charicharu. Mais le groupe comprend que Mumu pourrait être la clé pour sortir. Elle dit qu'elle ne peut pas entrer comme ça. Et Palupa lui demande s'il existe une arme capable de détruire la sphère. Elle répond oui, alors tous commencent à offrir de l'or, des armes et des bijoux en échange de son aide. Avant de partir, Hiro s'adresse à Charicharu et promet que, s'il s'échappe, il les emmènera à Balboa. Elle accepte avec colère et dit qu'elle s'occupera elle-même de Nambu-Uko. Juste après, Mumu positionne un canon magique à l'extérieur de la sphère et tire sur les couches vadiques qui la protègent. Pendant ce temps, Hiro commence à se transformer en dragon, et Sarato continue de l'attaquer. Nambu-Uko avertit que s'il ne termine pas sa transformation, il mourra. Et au milieu de tout ça, il les pousse à se battre. Il trouve une forme de beauté dans ce duel entre deux êtres liés par le destin. Et la marque du dragon continue de se répandre sur le corps de Hiro. Il lance une attaque contre Sarato juste au moment où les alliés se téléportent sur place. Et Hiro frappe de toutes ses forces, mais Sarato la bloque sans effort. Juste après, il tente un autre coup, venu du haut, poursuivant le combat. Face à la situation, Hiro tente de s'approcher. Mais il est pris au dépourvu quand Charicharu le blesse avec son épée. Il lui demande pourquoi elle a fait ça, et c'est alors qu'on voit ses yeux briller comme ceux de Sarato. Il s'agit du sort de Nambu-Uko, qui l'empêche de désobéir. En pleurant, Charicharu dit qu'elle n'a fait ça que parce qu'elle est stupide. Et elle se prépare à affronter Hiro. Pendant ce temps, Sarato et Hiro échangent des coups et esquivent jusqu'à ce que Nambu-Uko lui ordonne d'en finir. Et il suspend Hiro dans les airs. Elle commence à le projeter au sol plusieurs fois, puis elle s'apprête à le transpercer avec l'une des lames qui sortent de sa tête. Mais avant qu'elle n'y parvienne, quelque chose frappe Sarato et la projette au loin. Et de la fumée envahit la pièce alors que le soleil devient soudain rouge sang. Cela montre que l'heure du dragon est enfin arrivée, et Daganzoto apparaît, furieux. Rapidement, Nambu-Uko active sa machine, et plusieurs rayons de lumière frappent le dragon. Excité par son plan, il tente de fusionner le dragon avec des milliers de soldats rassemblés. Mais craignant de gâcher la beauté de la créature, il connecte aussi Grand Troa à l'appareil, lui demandant de fusionner avec le dragon. À ce moment, l'orbe commence à libérer de l'énergie, et une immense explosion lumineuse jaillit du corps du dragon. Charicharu et Jiru tentent de rejoindre Nambu-Uko et Hiro, mais n'y arrivent pas. Et on découvre alors que Nambu-Uko a bien réussi la fusion. Le docteur se relève, choqué, tout comme tous ceux qui viennent de voir ce qu'il a fait. Nambu-Uko détecte les battements du cœur de Hiro et interrompt l'attaque qu'il allait lancer. Il dit que, même avec le cœur du dragon, le garçon reste un humain faible, et commence à le frapper sans relâche dans les airs. Pendant que Hiro est battu comme un chien, il a une vision de ses parents qui l'appellent, lui disant qu'il a encore une mission à accomplir. Alors il attrape l'une des griffes du dragon et la brise, faisant tomber les autres également. Pendant ce temps, le groupe de Hiro reçoit des ordres du docteur Baropa. Ils doivent désactiver les réacteurs en même temps. En faisant cela, ils libéreront Grand Troa de la machine, permettant à l'énergie magique de circuler à nouveau. Le réacteur de la Terre, où meurent les vœux, devient instable. Et à ce moment, Nambu-Uko s'élève, prêt à frapper encore. Les flammes dévoreuses d'âmes commencent aussi à se propager. Et le docteur et ses alliés atteignent les réacteurs à temps pour les désactiver. Pendant ce temps, Sarato se réveille et remarque que l'épée de Hiro est toute proche. En un éclair, les cristaux qui alimentaient les réacteurs éclatent. Et Nambu-Uko perd la force qu'il était en train d'accumuler. Hiro reprend connaissance, et à ce moment, il voit Tomite. Et Palupa, qui est juste à côté, prend le commandement du groupe. Malgré tout, Nambu-Uko révèle qu'il est déjà trop tard, et canalise les flammes dans l'un de ses bras, puis les lance sur tout le monde. Les flammes envahissent tout, couvrant le sol de feu et de fumée, tandis que Bajaropa court protéger sa fille. Quand le feu et la fumée se dissipent, Nambu-Uko voit que Sarato s'est placé devant Hiro pour le protéger. Et bien que le cristal dans sa poitrine semble se dissoudre,
Elle le regarde et lui rend son épée. Mais à cet instant même, Nambu-Uko la transperce et détruit le cristal magique qu'elle portait en elle. À ce stade, il croit être hors de danger, pensant que plus personne n'a la force d'arrêter les flammes dévoreuses d'armes. Mais Ihiro riposte, tranche le bras de Nambu-Uko avec l'épée, et déclare qu'il va lui faire payer pour avoir blessé Sarato et tué ses parents. Sans perdre un instant, il charge à nouveau Nambu-Uko, et parvient, contre toute attente, à le blesser avec la lame. Après tout, un humain ne devrait pas pouvoir le toucher. Et Nambu-Uko s'effondre au sol, tandis que Ihiro court rejoindre Sarato. Elle est encore inconsciente, et peu après, ses compagnons se rassemblent autour d'eux. Et du corps de Nambu-Uko, la véritable forme de Daganzoto refait surface. Ihiro dépose Sarato dans un endroit sûr et se prépare à se transpercer avec l'épée, visant le cœur du dragon. Mais il se rappelle alors des enseignements du maître Théo, et demande à Tomite de lui lancer le grand Troa. Tomite obéit et lui envoie l'objet, et Ihiro se prépare. Il saisit le trésor, et une nouvelle épée émerge de la sphère de lumière. Juste après, il bondit, la troupe dans une main et la nouvelle lame dans l'autre. C'est clairement l'arme que maître Théo voulait lui apprendre à manier. Et avec une frappe précise, Ihiro expose le cœur de la créature, et avec l'aide de Grand Troa, parvient à l'arracher. En voyant cela, Giro lui demande de remplacer immédiatement son propre cœur par celui du dragon. Mais Ihiro court vers Sarato et lui donne le cœur, et peu après, les battements commencent à résonner. Sarato ouvre les yeux, radieuse en voyant Ihiro près d'elle, tandis que Daganzoto disparaît devant eux, et que le ciel s'ouvre alors que les deux se regardent en souriant. Palupa, Erin et Tomite commencent à se disputer le coffre au trésor. Mais par accident, ils tombent au sol et se brisent, laissant tout le monde sans voix. Jusqu'à ce que Giro dise que ce n'était pas le vrai, car le véritable avait déjà accompli sa mission. Palupa demande alors à Giro comment Ihiro a pu utiliser une magie aussi incroyable sans Grand Troa. Giro explique que le pouvoir du garçon était si unique que maître Théo l'avait déjà enregistré, et qu'en réalité, Ihiro n'avait jamais eu besoin de Grand Troa. Pendant ce temps, Ihiro, submergé par l'émotion, serre Sarato dans ses bras, les yeux pleins de larmes. Elle lui demande pourquoi il pleure, et il répond que ce n'est que de la sueur. Puis Sarato demande où est le docteur, mais il ne reste qu'un morceau de sa canne. C'est lui qui avait ordonné à Nambu-Uko de l'attaquer. Et grâce à ça, il avait pu sauver Ihiro. Voyant ce qu'il reste de son père, Sarato serre le morceau de canne contre elle et pleure en silence. Peu après, le groupe réalise que les armées battent en retraite. Erin explique qu'elle a elle-même informé tous les rois des royaumes, que tout faisait partie du plan de Nambu-Uko, et que la vérité derrière cette guerre avait été révélée. Ainsi, il n'y avait plus aucune raison de continuer à se battre. C'est à ce moment qu'un portail s'ouvre et Mumu réapparaît, heureux de voir tout le monde sain et sauf. Un peu plus loin, Charicharu pleure quand quelques soldats de Nambu-Uko la retrouvent. L'un de ceux en qui elle avait le plus confiance apparaît et la réconforte, lui disant qu'ils sont enfin libres. Il ajoute qu'elle est encore plus belle maintenant, ce qui lui redonne de l'élan. Et elle décide de partir avec eux pour vivre sa nouvelle vie et profiter de son nouveau corps spectaculaire. Peu après, Ihiro et les autres construisent une tombe pour le docteur Baharopa, au milieu d'un champ rempli de fleurs et d'herbes vertes. Ensuite, le groupe rappelle à Ihiro que désormais, son cœur bat en dehors de lui. Et Sarato écoute joyeusement le son de ses battements. Juste après, ils commencent à discuter de la suite, et Tomite dit qu'il veut retrouver ses compagnons. Ihiro lui confie alors l'emblème de Doalbar, disant que Tomite en aura plus besoin que lui. Pendant ce temps, Ihiro décide de continuer à s'entraîner avec son épée, car même s'il maîtrise la magie, il restera toujours un épéiste errant. Et c'est ici que notre vidéo se termine. On espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Dragon croustillant, pour qu'on sache que vous êtes restés jusqu'à la fin. Et voilà, les amis, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, merci, et à la prochaine.